Bonjour, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine. Nous espérons que vous vous portez bien, hein. Ça fait presque 2 semaines que j'étais absente sur ce plateau. Je suis de retour avec beaucoup de plaisir pour vous servir. Ce matin, on espère que tout le monde est debout, tout le monde est connecté pour donc faire le plein d'énergie et de bonne humeur à travers ce programme qui vous accompagne tous les jours, votre émission e-matin. Et nous voulons également ce matin dire un petit yako à tous ceux qui se retrouvent déjà dans l'eau avec cette toute première pluie qui a donc fait beaucoup de dégâts dans la ville de N'Djamena, des routes inondées, impraticables, des quartiers inondés, des familles dans l'eau. Toute l'équipe de e-matin vous dit beaucoup de courage parce que ce n'est que le début, hein. Et heureusement pour nous, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a fait des visites inopinées hier dans certains quartiers de la ville pour constater les dégâts. Heureusement qu'il est descendu sur le terrain. Lui-même, il a vu de ses propres yeux, comme on le dit, hein. Il a regardé, il a promis trouver des solutions très rapides à cette situation. Donc voilà. On espère que cette année, on ne va pas souffrir encore comme l'année passée. Voilà. Et ce matin, le menu est structuré comme suit. On va parler carnet du leadership. On va parler également vérité de mère. On recevra également notre chroniqueuse qui viendra partager avec nous des notions sur l'intelligence artificielle. Il y aura également des clips et des capsules pour agrémenter votre matinée. Et déjà, nous vous souhaitons un très bon petit déjeuner, bon café, bon thé. Moi, j'ai mon thé à Kadar que Minga Nalo m'a envoyé sur le plateau. Voilà, j'ai mon thé ici. J'espère que voilà, vous également êtes devant vos tasses de café, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Et déjà, nous vous souhaitons un très bon début de la semaine. Et on va retrouver Cache de haut niveau qui est en featuring avec Geneviève. Un peu de comédie pour commencer cette journée. Et puis, on revient sur ce plateau pour la suite de ce deuxième numéro de la semaine. Chouchou de mon cœur, Théolo, bébé chou. Sans oublier qu'elle a 32 ans, hein. Souvent, désormais je vais t'appeler Matilove. Matilove, tu sais, tu es pour moi ce que la place de la nation représente pour les nouveaux venus en N'Djamena. Chérie, pour mieux t'imposer dans ma vie, je te propose d'instaurer le CMT, c'est-à-dire les caresses minutieusement travaillées. Je m'attacherai à toi comme les saos s'attachent à la défaite, hein. Tu sais bébé, tu es comme Magala et Bourbayo de Mundou. Tu restes et resteras mon passage dans le Moulakabal d'Abéché.
Je vais te ketsabotiser, hein. Morgao. Naunewa, inaunewale. Ito seban, tulena, gawana domba. Ito seban. Est-ce que je mange ton gros français? Et que non a tout à tout ragume. Chocoyaba, atolile. Gamayaba, atolile. Basayaba, atolile. Tuba comme de tangoma, kurum tolule. Aume de kede, ito seban. Ekrayaba, kum kenegle. Jimayaba, kum taile. Na je t'aime, na mon amour. Est-ce que je mange ton gros français? Heya, cache de haut niveau, appellation contrôlée. Matibé Geneviève, ne riez pas seulement, hein. Nous allons danser avec la famille Garguinan Job. C'est votre fils prodige. Heya, Herbert le sage, Tari de Bess, Massikaka. Félicité son camp. Ben Kodak, Loki la citadelle, le coup de Francis, c'est le haut niveau. Big up, la mère de mes enfants, Kayla Roselle. Mon jumeau d'enfance, Tigri Pater, Samanda Banda. Aladi Tewa, Bato Masika, le Bangala, le Pakala frappe toujours. Moussa Aimé, la force tranquille. Le cheval caché, le prince Aouzou. Motada Nasse Blandine, les immatures sur la piste. Avana Blanchia, Razoro, Papa Sanyo. Comme les musiciens nous ont habitués aux dédicaces, nous-mêmes à partir de maintenant, on ne va jamais laisser. Aya, ma copine, Robio de Souza. Cache de haut niveau a permis à tout le monde de s'installer confortablement pour donc bénéficier du contenu de ce deuxième numéro de la semaine. Nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes et déjà un petit bonjour à Sosten Bernoudi pour sa fidélité à cette émission. Et bonjour également à Adèle Fungakutu qui est notre fidèle internaute. Merci pour ta fidélité et puis merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui nous envoyez des messages chaque jour pour témoigner de votre présence, votre amour, nous encourager. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Chat ou laisser tout simplement des messages sur le 63 08 41 77. Voilà, à présent, nous allons nous intéresser un peu à la santé de la femme. Aujourd'hui, nous voulons parler donc des risques des avortements. Les avortements, ça peut être volontaire, ça peut être également involontaire, mais quels sont ces risques, quelles sont les conséquences des avortements? Nous vous proposons cet élément dans votre chronique bien-être avant de revenir sur le plateau. L'avortement est un acte d'expulsion d'un fœtus ou d'un embryon pendant la période de conception. Cette action plus douloureuse et intense que la douleur de règles liée aux contractions utérines généralement après la prise du second médicament. Possibles troubles gastro-intestinaux, saignements plus abondantes que les règles habituelles. Ce sont les manifestations de l'avortement. L'avortement par médicament est exactement comme une fausse couche naturelle, dont un coup abdominal et saignements parfois abondants sont à prévoir. L'insuffisance non sécurisée constitue l'une des principales causes, mais évitable des décès maternels et de morbidité. Elle entraîne des complications physiques et mentales ainsi qu'une charge sociale et financière pour des femmes, les communautés et les systèmes de santé. On dit que l'avortement, c'est une interruption de la grossesse avant 28 semaines. Lorsqu'on interrompt une grossesse avant 28 semaines, c'est là qu'on parle d'un avortement.
Et parlant de causes, c'est-à-dire ce qui pousse ces jeunes à s'adhérer à cette pratique, à mon humble avis, tout le monde se trouve dans le même panier, en commençant d'abord par les parents à la maison. Et certains parents considèrent évidemment le sujet qui parle de sexe comme un tabou. Mais quand la fille ne connaît pas son corps, ne connaît pas ce que c'est, les risques qu'elle est en train d'entreprendre, et elle tombe dans le piège, au lieu de soutenir cette dernière, le parent dit: si tu tombes enceinte, je vais te tuer. Il arrive des fois que la jeune fille, elle tombe enceinte, et l'homme va dire: ah, madame, je ne suis pas seule. L'homme va douter. Et la jeune fille, se voyant déjà entre les difficultés qu'elle aura avec ses parents et les difficultés que l'homme ici est en train de vouloir déjà imposer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de se cacher pour interrompre la grossesse. Parlant de ces causes, le généraliste revient sur les conséquences de l'avortement. Les conséquences immédiates sont d'abord les hémorragies. Et lorsqu'elle saigne, c'est-à-dire elle perd des sangs. Et en perdant des sangs, elle peut faire facilement l'anémie, parce que là, elle va perdre énormément de sang qui va entraîner un choc hypovolémique, l'anémie, et qui finira par l'emporter. Ça, c'est un. Et la deuxième des conséquences, comme c'est des avortements qui se font dans des conditions vraiment sceptiques, alors c'est l'infection qui peut survenir. Et ces infections peuvent commencer généralement au niveau du vagin, c'est ce que nous appelons des vaginites. Et là, ça peut encore un peu se gérer. Mais dans les cas les plus extrêmes, ces infections vont remonter jusqu'au niveau de la trompe et entraîner l'inflammation de la trompe qu'on appelle la salpingite. Mais si les deux trompes, il y a déjà une inflammation, cela veut dire que la fécondation ne peut pas avoir lieu. Et nous avons à nos dispositions tous les moyens possibles pour éviter, n'est-ce pas, de tomber dans ces pièges-là. Et parmi lesquels, nous avons d'abord l'abstinence, il faut s'abstenir. Nous avons les préservatifs, voire la fidélité d'abord. Parce que nos sœurs, généralement, elles ont l'habitude d'utiliser une forme, c'est-à-dire les contraceptions pour, n'est-ce pas, éviter de tomber enceinte. C'est-à-dire là, elles veulent pratiquer un rapport sexuel non protégé. Pour Dr Maïla Kaukamla, l'avortement n'est pas une bonne pratique. Il demande par ailleurs aux jeunes d'adopter pour des méthodes contraceptives pour ne pas avoir des conséquences désagréables en faisant l'avortement. En effet, l'avortement est dangereux car bon nombre de jeunes filles ont perdu leur vie dans cette pratique. Il faudrait que les jeunes filles prennent conscience car la vie humaine est sacrée. Vivement que les autorités en charge de la santé puissent sensibiliser ces jeunes afin d'éviter ce fléau. Et voilà, merci à la rédaction pour cet élément sur les risques, les conséquences de l'avortement. Qu'il soit volontaire ou involontaire, l'avortement a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Alors, que ce soit volontaire ou involontaire, moi je conseillerais tout de suite de voir un spécialiste de santé pour être suivi. Vous avez entendu ce que le docteur a dit, beaucoup de conséquences, des infections, peut-être à la longue même là, tu ne pourras plus concevoir parce que l'utérus est détruit, les trompes sont détruites, il y a eu beaucoup de dégâts dans ton organisme, ce qui fera que tu ne pourras pas concevoir. Donc, l'avortement a beaucoup de conséquences. Il a conseillé de s'abstenir, d'utiliser les préservatifs. En tout cas, il a donné beaucoup de directives à respecter pour éviter d'abord de tomber enceinte et ensuite procéder à l'avortement. Donc, si tu ne veux pas tomber enceinte, il faut prendre des dispositions
faut prendre des dispositions. Il ne faut pas te laisser aller comme ça. Après, tu te retrouves avec la grossesse. Voilà, tu veux interrompre. Après, tu te retrouves avec beaucoup de conséquences. Tu es malade. Et puis, beaucoup de problèmes. Donc, j'espère que vous avez pris bonne note de cet élément. Il a interpellé également les parents qui mettent la pression sur les enfants. Voilà, Dina avec ses 7h49, l'heure d'info au matin. Voilà, elle ne me laisse même pas faire un petit commentaire sur cet élément. En tout cas, vous avez pris bonne note. J'espère que vous avez bien noté. On va aller du côté de la régie s'informer des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Et puis, on va revenir sur le plateau pour recevoir nos chroniqueurs, parler des différents sujets déjà. Bonjour à la Jeff et Larissa Angagou. Vous m'avez laissé seul sur le plateau. À présent, c'est le JT. Et puis, on revient sur le plateau. Juste une première pluie, N'Djamena, la cité capitale, est dans l'eau. Nombreux sont des axes qui sont devenus impraticables, des maisons inondées. Pour s'imprégner de cette situation inquiétante et alarmante, le président de la République, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, contre toute attente, est descendu sur le terrain. Cette sortie, qui visiblement a échappé à tout protocole lié à la sortie des chefs de l'État, est diversement appréciée par les Tchadiens. Sur la toile bleue, beaucoup sont ceux qui apprécient à sa juste valeur la présence sur le terrain d'un président de la République qui s'inquiète des conditions difficiles imposées par une catastrophe naturelle à sa population. C'est une manifestation de la compassion qui marque un début d'action d'un chef de l'État qui veut véritablement changer le cours de vie de ses concitoyens. Pour d'autres, cette sortie du président n'est que du bluff. Au lieu de faire le médecin après la mort, ces citoyens interpellent le président de la République à des actions concrètes en amont pour éviter à la capitale N'Djamena la sempiternelle question d'inondation. Ils poussent le bouchon loin pour inviter le maréchal du Tchad à instruire les services compétents en charge de l'assainissement à s'attaquer à l'épineuse problématique d'inondation, et ce, à travers des actions concrètes pour permettre une libre circulation aux habitants des quartiers reculés de la capitale. Prenant en compte les avis des uns et des autres, il convient d'apprécier modestement cette sortie du président de la République qui brave les boues et les eaux de pluie pour constater de ses propres yeux les dégâts causés par la toute première pluie en N'Djamena. De ce constat, des instructions fermes seront données à la mairie centrale et aux communes d'arrondissement à l'effet de livrer une bataille sans pitié aux inondations, et ce, à travers des curages de caniveaux et d'autres mécanismes de drainage des eaux. Avec seulement 2 grosses pluies, la situation est vraiment catastrophique. Vous savez, l'année dernière, nous avons mis en place un comité de la lutte contre l'inondation, en même temps de la prévention aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter justement ces désagréments. Mais dès les premières heures, si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai vu que dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent, et je les félicite. Mais il y a des quartiers quand même qui sont abandonnés. Et ce n'est pas bon. Donc je vais instruire le gouvernement pour non seulement lutter contre l'inondation, mais aussi que la prévention soit vraiment mise en œuvre. Parce que l'année dernière, ils nous ont fait un rapport. Et par rapport à ce rapport, ils doivent le mettre en œuvre. Je suis déçu, mais j'espère que après ma visite, le Premier ministre et le gouvernement vont se mettre au travail. Et j'en appelle aussi au sens citoyenneté. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement de lutter contre l'inondation ou bien en ce qui concerne la propriété de notre capitale. C'est tout le monde qui doit contribuer. Que ce soit les citoyens. Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux, bien dans les bassins de rétention qu'on fait, ça n'aide pas le gouvernement. Chaque maire doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont été élus sur la base des promesses qu'ils ont faites à la population. Donc je les appelle
à respecter la promesse qu'ils ont faite à la population, parce qu'ils n'ont que 6 ans. Après 6 ans, ils ne vont pas venir dire à la population la même chose. Donc ils doivent travailler eux aussi pour que notre capitale soit propre. Et cela est valable aussi sur l'ensemble du territoire national. Heureusement que je ne suis pas venu au milieu de la saison budgétaire ni à la fin, mais dès le début. Donc ce qui me permet d'avoir une idée par rapport à l'année dernière où j'ai fait une descente en pleine saison pluvieuse. Maintenant que je suis venu au début, je pense qu'on va prendre des mesures très urgentes pour justement lutter contre les inondations pluviales, mais aussi fluviales aussi. Parce qu'on ne sait pas si cette année la pluie va être encore plus abondante comme l'année dernière ou moins que cela. Mais toutefois, nous devons prendre nos dispositions pour être prêts à protéger nos populations, pour que notre ville aussi soit belle, pour que la circulation aussi soit fluide. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Le projet de loi portant le Code de personnes et des familles est un document juridique qui permet à l'État, aux familles de contrôler les taux de natalité, mortalité et morbidité sur l'ensemble du territoire national. Il contribue également à limiter les violences domestiques. Sur le plan juridique et institutionnel, il établit une connexion entre les textes, à savoir les lois, les codes, les conventions et les réalités, en l'occurrence des pratiques sociales et coutumières, qui sont un ensemble des principes fondamentaux de la vie, ce qui favorise l'égalité, la protection du couple mère et l'enfant, le consentement du choix du conjoint, la succession, etc. Ce document est d'importance capitale dans les perceptions sur la famille, les conflits du genre, la parentalité dans nos familles. Ce projet de loi numéro 87 du 1er août 1987 a connu plusieurs fois la relecture et se heurte aux nombreuses contraintes et n'est toujours pas adopté jusqu'à aujourd'hui. Cette enquête a pour but d'éclairer l'opinion publique sur la lenteur de l'adoption et l'applicabilité de ce document juridique important qui va permettre d'éveiller la conscience du public sur l'importance des campagnes éducatives en langue locale en vue de bien appréhender la portée de ce code, d'impliquer également les chefs traditionnels et religieux pour vulgariser les lois et enfin d'instaurer un dialogue entre le droit moderne et le droit coutumier. Au terme de cette enquête, nous mettrons en évidence les points de convergence et de divergence et donnerons la parole aux acteurs concernés, à savoir les juristes, les députés, les acteurs de la classe politique, les sociologues, les anthropologues, les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, les chefs de famille eux-mêmes. Ceci afin de plaider en faveur de l'adoption et de l'application de ce projet pour le bien de la population. Le deuxième jour d'examen a débuté avec l'épreuve de français, une matière de base pour la série A4, puis les mathématiques, une matière qui irrite les hommes de lettres. Tout se passe dans le calme. Au centre numéro 1, dans l'enceinte du lycée de Gassé situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena, la présidente du centre laisse entendre que tout se passe. Sinon, il note l'absence de 4 candidats. Il n'y a pas de cas de fraude, sauf qu'une candidate en travail a été conduite par l'équipe de santé à l'hôpital. Même son de cloche au centre numéro 1 du lycée Félix Eboué où quelques cas sont signalés par le président du dit centre. C'est vrai, le baccalauréat a commencé depuis hier. Dans ce centre, hier, c'est les candidats de série G2, G3, G1 arabe et G2 arabe qui ont composé. Les épreuves d'hier se sont déroulées dans le calme et la sérénité, malgré la pluie. Tout s'est bien déroulé. On n'avait pas eu beaucoup d'absents, on avait 11 élèves absents en tout. Un enfant a choisi cette journée pour venir dans le monde. Donc, on a dû évacuer sa maman à l'hôpital. Mais ce n'est pas un incident, c'est un événement plutôt. Ce matin, c'est les élèves de la série A4 qui composent. Disons que ça s'est passé moins bien que hier, parce que les élèves étaient un peu plus agités. Par contre, au centre du lycée collège évangélique, le président du centre Ndolobro Nadion martèle que le bac de cette année est exceptionnel et que les élèves sont à la hauteur des épreuves. Hier, au lancement des travaux, nous avons eu à travailler avec les lauréats de G1,
Mais il n'y avait rien de mauvais à signaler. Aujourd'hui, c'est le tour des gars, des lauréats de A4 au nombre de 900. G1 700 et A4 900. Ce qui donne un total de 1600 candidats au sein du lycée collège évangélique où tout s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Les candidats ont exprimé une certaine sérénité après 4 heures de composition, une attention particulière portée à la période de chaleur intense afin d'assurer des conditions optimales pour les candidats. La deuxième journée du baccalauréat 2025 pour la série A4 s'est déroulée dans une ambiance calme. Les candidats ont abordé les épreuves avec sérieux et optimisme. À noter que les candidats déficients auditifs sont au nombre de 39 à composer au centre du lycée Fils Eboué. L'équipe de la couverture sanitaire à pied d'œuvre pour l'organisation de ce examen. Le sujet est abordable, c'est bon, c'est compréhensible. On a pu décortiquer ce que le sujet nous demande. On a trouvé acceptable. On a la contraction du texte, le commentaire composé et la dissertation. Je m'attendais premièrement à quelque chose qui devait être dur, mais Dieu a fait que je me suis bien apprêté à la maison. J'ai trouvé que le sujet était un peu abordable pour moi et j'ai pris la construction du texte et j'ai appliqué certaines méthodes que notre professeur nous a enseignées en salle et c'est ça. J'ai pas eu peur de ce sujet qui m'a été donné. Selon moi, j'ai trouvé le sujet là, c'est un peu complexe pour moi. Je pensais que ça va apparaître un peu facile, mais concernant les deux, la contraction du texte et commentaire composé là, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai trouvé le sujet, ça va, mais surtout le commentaire composé, la contraction, là, ça n'a pas été facile. J'ai sollicité la contraction, mais je n'ai pas pu et j'ai laissé, donc je suis revenue sur la dissertation. Les trois sujets étaient abordables, normal, mais j'ai choisi plutôt la contraction parce que je trouvais que ça pouvait agir en ma faveur. Donc, j'ai préféré la contraction texte. Bon, les sujets ont été abordables, que ce soit le sujet numéro 1, le sujet numéro 2, le sujet numéro 3, ont été abordables parce que les sujets ne sont que des résultats de tout ce qu'on a étudié. Et face aux applications qu'on a faites durant toute l'année, je pense que ça a été abordable, on a compris le sujet et on a traité de notre manière. Et je pense que s'ils ont bien corrigé, on aura Inch'Allah notre bac. Dans le cas des maladies contagieuses, la délivrance d'un certificat sans test peut contribuer à la propagation de l'infection. Un certificat médical est un document officiel qui atteste l'état sanitaire d'une personne. S'il est délivré sans fondement scientifique, il perd toute sa saveur et sa crédibilité aux yeux des employeurs, des institutions éducatives ou des autorités. Avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces documents se délivrent même en ligne. Ces pratiques ouvrent la porte à la fraude où des individus pourraient obtenir des certificats pour justifier des absences non fondées, bénéficier d'avantages ou échapper à des obligations comme les aptitudes sportives, services militaires, etc. Le principe fondamental de la médecine est de prodiguer des soins basés sur des preuves et une évaluation rigoureuse de l'état de santé du patient, mais ironiquement, au Tchad, le constat est réel. Tout le monde peut se faire délivrer un certificat médical à sa guise. Délivrer un certificat sans examen préalable contrevient à ces principes éthiques fondamentaux. Mais les demandeurs de ces documents se livrent dans la facilité ou du moins dans le raccourci qui est de payer pour obtenir son certificat que de passer un test au préalable. Il est important de noter que dans certaines situations très spécifiques et non pathologiques, un certificat médical est délivré sur la base d'un entretien et d'un examen clinique sommaire pour une non-contre-indication à la pratique d'un sport chez une personne jeune et en bonne santé apparente ou encore certaines pathologies qui exigent que le patient soit suivi et mis sous traitement. Cependant, même dans ces cas, le médecin évalue toujours le risque et peut recommander des examens complémentaires si nécessaire. Au cours de nos prochaines éditions, nous tenterons de donner la parole aux responsables en charge pour plus de détails.
إن الرأي العام في تشاد قدم تساؤلات عدة في تشخيص الأسباب ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الأداء الدبلوماسي الباهت للدولة، معتبرا أن ما حدث ليس سوء نتيجة طبيعية لسياسات تفتقر إلى الحنكة والتخطيط الاستراتيجي. كيف لمرشح بمستوى عباس تولي المعروف بكفاءته العالية وخبرته العريضة في الشأنين المالي والدولي أن يمحو من الجولة الأولى رغم الدعم الظاهري لوسط أفريقيا؟ سؤال يفرض نفسه. طالما كانت الدبلوماسية بأكملها أداة لتحقيق المصالح الوطنية، ولكن يبدو أن تشاد فقدت هذا الفن الرفيع. فبعد سنوات من التمثيل المشرف في المحافل الإقليمية والدولية ومع تقاعد عدد من الكفاءات الدبلوماسية، وجدت البلاد نفسها مرارا وتكرارا بخيبات انتخابية كان يمكن تفاديها لو وضعت الاستراتيجية المناسبة في وقت مبكر. وليست هذه الخسارة الأولى فحسب، بل سبقتها هزيمتان، الأولى للبروفيسور سليمان دابيف في سباق الأمانة العامة للمجلس الأفريقي والمغاشي للتعليم العالي، والثانية في انتخابات رابطة السلامة في أفريقيا ومدغشقر. في كل مرة يبدو أن المرشحين الجاديين كانوا مؤهلين وقادرين، لكن غياب الحشد الدبلوماسي والتنسيق الإقليمي الفعال أدى إلى ذات النتيجة المخيبة، وأن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي كان يفترض بها أن تدعم مرشحها الرسمي أثرت الوقوف على الحيادية وحتى الانحياز لمرشحين آخرين. والجدير بالذكر فإن الحاجة إلى دبلوماسية جديدة ورفيعة المستوى، لأنها تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الجهاز الدبلوماسي التشادي بأكمله، حيث أن الأمر لا يتعلق بشخص أو وزارة، بل بمنظومة تحتاج إلى إعادة ابتكار وكفاءات جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على التفاوض وبناء التحالفات. يقدم مشروع مدينة أندولا الرئيسي الذي أطلق بهدف تخفيف الازدحام المروري في جميع أنحاء أفريقيا الوسطى عموما والكاميرون خصوصا، من خلال بناء اقتصاد رقمي وسياحة بيئية جديد يجذب الاستثمارات وتعزيز اقتصاد المنطقة. يتماشى هذا المشروع مع رؤية رئيس الدولة، وقد بدأ تنفيذه بالفعل في بعض مدن الكاميرون. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تأسيس أكثر من 5000 أجنبية و12,000 شركة محلية. كان هذا هو الحال في سيكوم الواقع في مقاطعة ديمبابا بمقاطعة ساناغا البحرية، حيث وصل المشروع إلى مرحلة مهمة بموافقة السلطات المحلية والسكان قبل عام تقريبا. ويعد هذا المشروع الطموح جزءا من البرنامج الوطني لعام 2030 الذي يهدف إلى جعل سيكوم مدينة نموذجية تدمج الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا. وتتعهد مدينة إندولي بقيادة إحدى الشركات الرائدة شركة بإنشاء 12 شركة متوسطة وصغيرة وبناء بنية تحتية حديثة وإنشاء مركز سياحي قادر على جذب 5 ملايين زائر سنويا خلال فترة بناء مدتها 25 عاما. وعلى رأس تحالف استثماري ذي بصمة بارزة في أفريقيا يطمح نغوسو إبراهيم جونيور مروج المشروع إلى إعادة تعريف مستقبل الكاميرون وبالتالي جميع أنحاء وسط أفريقيا. واليوم بفضل الجرأة والمثابرة والروح الإبداعية التي يتمتع بها نغوسو إبراهيم جونيور الذي أصبح شخصية رمزية في القطاع المالي الكاميروني، بدأ توقيع الاتفاقية الكبرى في هذا القطاع يتشكل. Rédaction pour tous ces éléments qui nous ont permis de nous informer des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Nous revenons sur le plateau pour cette fois-ci retrouver notre cher chroniqueur que nous appelons affectueusement le paysan qui est confortablement installé. Bonjour. Bonjour Madame Irène. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vous l'espère autant. Ça va très bien. Bonjour aussi aux téléspectateurs. D'accord. Avec la grosse pluie d'avant-hier, voilà, les paysans sont contents. On va enfin s'aimer. Content, mais je pense que pluie n'est pas aussi totalement bénéfique parce qu'une pluie, une quantité importante, dans un laps de temps aussi réduit, ce n'est pas si nécessaire pour le paysan. Mais il faudrait que cela soit séquencé, suivant la période pour que les plantes puissent avoir le temps de se développer, parce qu'il risque d'avoir de l'engorgement du sol, et des fontes de semis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être négatives. D'accord, mais on va s'adapter, hein, parce que... Évidemment, cette année, comme cela a été dit, l'année risque d'être humide,
C'est déjà dit par les services techniques, donc nous devons nous y adapter et anticiper surtout. D'accord. Bon, actualité oblige. Comment est-ce que vous appréciez la descente du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dans quelques quartiers de la ville de N'Djamena? La descente, elle est celle d'une autorité. Nous nous abstenons de commenter. Car à cela ne tienne, il est important de comprendre que depuis toujours, la ville a connu des inondations. Et, il n'y a pas eu réellement des mesures adéquates qui sont prises pour pouvoir circonscrire cette inondation. Donc il est temps. Nous espérons bien que cette descente permettra que dorénavant, on puisse changer la donne et que N'Djamena ne puisse plus vivre dans l'eau avec tout ce qu'il y a comme les risques secondaires de maladies, en fait, les inondations sur les rues, tout ça. Je pense que pour l'instant, nous espérons et nous faisons foi à l'autorité qui est descendue pour comprendre que c'est une priorité, malheureusement, non pas seulement une priorité, mais une urgence de vie et qui doit être la stratégie nationale en urgence du pays. D'accord. Merci. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons donc de la demande. La dernière fois, c'était l'offre. Exactement. On avait déjà parlé de l'offre, des déterminants, et maintenant nous parlerons des déterminants de la demande, des produits sur le marché alimentaire. Et principalement, nous voulons situer que nous sommes sur les marchés des produits alimentaires d'origine agricole, mais ça peut être étendu à d'autres produits alimentaires également, parce qu'il y a les produits alimentaires manufacturés qui ne sont que des produits agricoles transformés pour la plupart. Donc pour les déterminants, il y en a plusieurs. Nous allons parler par exemple premièrement du prix, le prix du bien, du produit lui-même. Le prix détermine le niveau de la demande et il est déterminé, ce prix-là est déterminé avec ce qu'on appelle la population qu'on a en face. Plus la population augmente, plus la demande de ce produit s'ensuit. Et donc, le prix augmente. Maintenant, il faudrait faire un peu une clarification que la demande est également déterminée par ce qu'on appelle les goûts et les préférences. Ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui mange le taro. Donc, si sur un marché quelconque, la base alimentaire est le taro, ou bien encore les céréales, ou encore des produits manufacturés importés, je m'excuse, c'est que la demande, le niveau de la demande détermine aussi le niveau du prix. C'est-à-dire que s'il y a une certaine quantité qui est demandée qui est assez importante avec une population assez vaste, vous allez voir que le prix va augmenter. Donc, en réponse au niveau de la demande, le prix va augmenter. Mais il y a d'autres déterminants. Il faut parler de la saisonnalité. Si, par exemple, vous constatez chez nous, par exemple, pour les périodes festives, que ce soit la Tabaski, la fête de la fin du Ramadan, que ce soit, par exemple, les fêtes de fin d'année, systématiquement, vous voyez sur le marché qu'il y a une concentration de la demande. Donc, les prix ont tendance à augmenter. C'est normal. C'est normal. Il y a aussi les saisons. Les saisons, par exemple, vous voyez ce que nous appelons chez nous ici, entre guillemets, chartamani. C'est-à-dire, on suppose que c'est une situation, une période de soudure. Et en ce moment, les revenus ne sont pas là, les stocks ne sont pas aussi en quantité. Donc, ces stocks-là, les opérateurs économiques jouent sur les prix. Et puisque les biens alimentaires sont des biens de première nécessité, malgré que les prix augmentent, les populations, les consommateurs sont obligés d'aller acheter. Vous allez voir, par exemple, que les prix, il y a des prix des biens connexes, tels que les prix des produits de substitution et des produits complémentaires. C'est-à-dire que si un produit A, tel que le riz qu'on consomme, n'est pas accessible en termes de prix, on est obligé de substituer le riz avec un autre produit à côté. Ça peut être une autre céréale. Donc, on substitue un produit par rapport à un autre. Parfois, on peut parler de ce qu'on appelle le prix des biens complémentaires. Si on a besoin d'un produit A pour satisfaire la consommation, mais si ce produit, nous n'arrivons pas à y avoir accès, parmi les raisons, par exemple, le prix, la disponibilité, on peut associer deux produits complémentaires pour compenser notre manque d'accès, ou bien la non-disponibilité, notre difficulté d'accès à ce produit principal-là. Donc, prenons par exemple un produit tel que les légumes. On mange les légumes, on mange peut-être la viande, mais si le prix de la viande sur le marché ne va pas, ne nous est pas accessible pour faire une autre sauce, on peut prendre ces légumes, un autre légume complémentaire, ou bien une substitution, on le prend avec peut-être la viande sous une autre forme plus accessible telle que le charmout, ou bien un autre aliment protéinique tel qu'on peut le consommer, et ça peut compenser le niveau de prix qui nous limite l'accès à ce niveau. Il faut penser par rapport à ça aux revenus des consommateurs. Plus les niveaux de revenus sont importants,
plus la demande est importante. Vous allez voir que pour un produit quelconque, tout le monde voudra peut-être manger du riz, mais si le prix du riz, actuellement, on parle de 65 000, 70 000, le sac de 100 kilos, mais si jamais ce prix n'est pas accessible, bon, il y a une certaine classe qui a accès. Et donc, si cette classe a accès à ça, il y a une discrimination par le prix. Vous voyez ça? Il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peut accéder à ce produit-là. Et donc, ça veut dire que ça détermine également la demande de ce côté. Nous avons parlé de la population, nous avons parlé des goûts et préférences, mais il y a aussi l'anticipation sur les projections futures. C'est-à-dire que si on pense que d'ici quelques temps, les prix vont augmenter, c'est un réflexe qu'on constate souvent au Tchad. Par exemple, vers le mois de juin, juillet, les gens, pour ne pas entrer dans la période de soudure sans zéro stock, les ménages qui en ont la possibilité préfèrent faire de petits stocks pour avoir au moins 1 ou 2 sacs à la maison parce qu'ils savent qu'à partir de juillet, août, lorsque les stocks sur le marché ou bien pour beaucoup de facteurs vont diminuer et que les prix vont augmenter, systématiquement, lui, au lieu de payer le sac en août à 100 000 francs et qu'il préfère anticiper, il peut maintenant commencer par faire déjà ce stock au niveau de son ménage. Donc, les prix vont être déterminés par rapport à ça. Donc, vous avez plusieurs de ces facteurs-là qui interviennent. Mais plus loin encore, il y a ce qu'on appelle les politiques gouvernementales qui peuvent également influencer la demande. Si aujourd'hui, la demande fait que les prix sont en hausse, le système de régulation, le gouvernement, avec ses outils techniques, sait qu'en termes de prévision, parce qu'il y a des outils techniques qui font dans le cadre de l'anticipation des prévisions des prix. Donc, on peut dire qu'à telle période, les prix pourraient atteindre un certain niveau. Soit, le gouvernement va dire non, on doit maintenir les prix à tel niveau. Et il met en place des mécanismes de contrôle, de surveillance des marchés par rapport à ça. Soit, le gouvernement a ce qu'on appelle des stocks de contingence. Et donc, dès l'amorce de la hausse des prix sur le marché, à cause d'une demande qui est assez intensive, concentrée, le gouvernement peut injecter sur le marché un certain nombre de vivres pour dire non, on va essayer d'atténuer le niveau de hausse des prix. Et donc, ça va être un système de régulation institutionnelle dans ce sens-là. Est-ce que c'est ce qui se fait? Non, pratiquement pas. On fait un peu les ventes à prix modéré pour les ménages très pauvres et pauvres. Et c'est dans les zones rurales, il y a les services techniques de l'État qui le font. Mais ces services techniques n'ont même pas la capacité de pouvoir constituer les stocks qu'il faut. Ça, nous sommes navrés de le dire. Donc, pour faire les systèmes de régulation des marchés, cela souffre d'une certaine faiblesse de l'État au niveau du Tchad. Parce que, on n'a pas les outils techniques qui sont probants pour permettre... Ce n'est pas seulement que de la répression, non. La répression, je pense que c'est une alternative et une alternative qui peut produire des contre-effets. Ça peut être contre-productif. Donc, nous souhaitons plutôt qu'il y ait des mécanismes de régulation tels que, par exemple, la constitution des stocks alimentaires, des stocks de vivres assez importants, des stocks de contingence, des stocks de sécurité qui doivent être consistants et déjà déployés en amont, aux sorties, par exemple, des récoltes. Le gouvernement peut injecter peut s'approvisionner parce que les prix bord-chambre et les prix après-récolte sont relativement accessibles. Oui. Entre octobre et novembre, entre octobre et décembre, les prix, comme nous le constatons ici, ne sont pas si élevés que ça. Mais tout le monde sait qu'à la période de soudure, à partir de la mi-juin surtout, jusqu'à ce qu'on arrive aux prémices vers le mois de septembre, vous constatez qu'effectivement, les prix ont tendance à augmenter. Oui. Mais maintenant, est-ce que ce travail, cet exercice fondamental est fait au niveau du gouvernement pour qu'on puisse comprendre les tendances des prix? C'est ce qu'on appelle les projections des prix. Il y a des outils techniques qui permettent de faire ces projections de prix-là. Donc, tant qu'on a les projections de prix, c'est parce que ça demande un certain nombre de séries de données étalées sur le long terme, de 5-10 ans. Donc, on regardera en termes de tout ce qu'on a fait comme analyse technique pour dire que non, en telle période, il risque d'avoir des tendances haussière des prix comparée à la référence d'une année normale, une année normale bien la moyenne quinquennale. Donc, en anticipation de ces hausses-là, bon, on sait qu'à partir entre la mi-juillet, surtout la fin du mois de juillet, et la mi-septembre, les tendances haussières atteignent des niveaux atypiques parfois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On injecte un certain volume de produits, le gouvernement le fait, soit dans les ménages, soit ils le font par ce qu'on appelle les ventes à prix modéré. Et donc, les ménages très pauvres et pauvres qui n'ont pas accès au marché en cette période de soudure peuvent déjà accéder à ces marchés-là et le faire. Sauf que nous constatons que c'est fait de manière ponctuelle, c'est des séquences un peu qu'on a... Les pauvres n'y accèdent pas du tout. Malheureusement, navré de le constater, vous avez si bien fait de le relever. Donc, les pauvres, le plus souvent, ils sont plutôt peut-être le slogan. Mais en réalité, concrètement sur les marchés, c'est cette période-là qui est la plus délicate. Souvent entre la mi-juillet, parce que les stocks sont presque nuls dans la plupart du temps. Donc, à partir de ce moment, il faudrait que le gouvernement ait déjà des stocks qui doivent être faits en termes d'approvisionnement depuis
la sortie des récoltes. Et donc, on entrepose dans les différentes localités, dans les différentes provinces, ce qu'on appelle les entrepôts provinciaux. Donc, à partir de là, dès qu'on se rend compte que les prix ont tendance à augmenter, et le gouvernement est censé avoir ce levier, parce que c'est un levier technique. Malheureusement, c'est hasardeux. Et pour quelle raison, on ne le sait, mais il y a toujours des difficultés budgétaires pour pouvoir faire ce stock. Or que la priorité pour le gouvernement, c'est d'abord la situation de la sécurité alimentaire des populations. Et donc, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et dans ce vide-là, les opérateurs économiques font de la surenchère, comme ils le veulent. Et il n'y a aucun mécanisme de contrôle de ces prix. En conclusion, c'est que les ménages sont délaissés, sont abandonnés. Donc, ceux qui n'en ont pas... de vie chaque année, hein? C'est simplement parce qu'il y a un manque de dispositifs performants, adéquats, qui peut circonscrire ces problèmes. Le gouvernement a la possibilité de le faire. Parce que la sécurité alimentaire, ça relève du mandat régalien de l'État. Il n'y a que l'État qui peut décider. Quand on est sur les prix, au niveau des marchés, il faut constater le niveau de revenus. Il faut voir un peu la population. Il faut voir, par exemple, la saisonnalité. Et dans ce contexte de ce que nous avons toujours soulevé des changements climatiques, nous n'allons pas assister à des tendances baissières. Ça, il faut que nous en soyons certains. Les facteurs de production, les conditions de production deviennent de plus en plus difficiles. Donc, les niveaux de production, c'est le gouvernement qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons, régulièrement sont déficitaires. Et ce déficit-là, qui va compenser le gap? Puisque nous sommes un pays très pauvre, avec des populations très pauvres et pauvres qui vivent, dont 70% des Tchadiens vivent en milieu rural. Aujourd'hui, les revenus, vous voyez un peu la faiblesse du système de production au Tchad avec le manque de l'encadrement de l'État fait que les petites productions qu'on a à la sortie de l'école sont vendues sur les marchés pour pouvoir satisfaire d'autres besoins. Maintenant, les revenus qui sont tirés ne permettent pas de pouvoir accéder à ces marchés pour racheter ces mêmes produits que ces ménages ont vendus entre octobre et décembre. Ils ne peuvent pas le racheter en mars déjà, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et vous voyez que l'effet, on le ressent au quotidien, parce que par réflexe de subsistance, vous vous rendez compte que déjà à partir de janvier, on voit qu'il y a une affluence assez importante des ruraux qui viennent vers N'Djamena, parce qu'ils vont anticiper. Et le marché, les opportunités sont rares, donc ils sont obligés de pouvoir se chercher. Qui d'un côté va travailler comme domestique, d'autres cherchent des chantiers. Au lieu de rester en N'Djamena, ils vont plus loin encore dans les zones un peu reculées, là où il y a des opportunités. Et donc, ils sont obligés d'aller au risque de leur vie, parce que c'est le réflexe de survie. Donc, la question de subsistance se pose. Maintenant, si chacun a la possibilité d'accéder à l'alimentation, de pouvoir se trouver des revenus pour utiliser pour d'autres activités dans sa localité, je pense que c'est un des mécanismes qu'on pourra développer pour essayer de calmer un peu les tendances de l'exode rural qu'on ne pourra pas arrêter. C'est un fait de société qui ne va pas arrêter. Mais au moins, si chacun dans sa zone a cette possibilité, nous pensons que c'est une solution, une des solutions qu'on pourra explorer dans ce sens-là. D'accord. Parlons des prix. Le gouvernement a par plusieurs reprises pris des décisions pour fixer un peu les prix des choses sur le marché, mais cela n'a jamais marché. Ce n'est pas suffisant. Dans un système économique de marché libéral, le gouvernement, avec cette méthode, ça ne pourra pas produire les effets. Parce qu'il est sur le marché. Mais comprenons aussi que dans la détermination de prix, ce n'est pas seulement l'offre et la demande. Il y a des facteurs qui sont là, par exemple les taxes. Ouais, souvent les commerçants se plaignent. Hein. Et de l'autre côté, regardez aussi les pénuries régulières de carburant qu'on observe ces derniers temps. L'état de nos infrastructures routières. Il y a tous ces éléments qui entrent en prise de compte par rapport à la fixation des prix. Et donc, tant qu'on n'a pas circonscrit ces facteurs fondamentaux, qui sont les déterminants des prix, on ne peut pas s'attendre à ce que des mesures, ponctuelles, disent non, on a fixé les prix, mais qui en fait le suivi? Personne. Donc, les mécanismes de régulation des prix peuvent être anticipatoires et doivent être utilisés doivent s'asseoir sur des outils techniques. Et les outils techniques existent. Dès maintenant, on peut savoir comment les prix vont évoluer en partie d'août, les niveaux maximaux que les prix peuvent atteindre en termes de tendance. Le gouvernement, les services techniques étatiques peuvent le savoir. Il y a des outils techniques pour cela. Nous insistons pour dire qu'il y en a. Maintenant, si, en réponse à cette tendance haussière-là, il n'y a pas une disponibilité... Mais qu'est-ce qu'on fait de ces outils techniques, puisque ça existe? Adresser la question à l'État. Adresser la question à l'État. Qu'est-ce qu'on fait de ces outils? Nous avons utilisé... Il n'y a pas de personnes compétentes pour... Il y en a. Le Tchad en a trop. Nous qui sommes là devant vous, humblement, pardonnez-le, nous avons utilisé dans le cadre de nos activités, nous avons utilisé les prévisions
les prévisions des prix. Nous avons mis en place dans un élément d'alerte. Chaque fois, on dit que les prix vont évoluer dans telle période, ça va atteindre un tel niveau. Ça a été utilisé, ça a été un élément d'information qu'on a toujours partagé avec les acteurs. Malheureusement, ça fait déjà quelques 8-9 mois que ce dispositif n'est plus opérationnel au Tchad. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement Maintenant, les partenaires qui ont appuyé le gouvernement tchadien, même s'ils ne sont pas là, il faudrait bien que le gouvernement reprenne cet outil-là pour l'utiliser. Mais personne n'en parle. Donc, on essaie de faire des mesures, je m'excuse, excusez-moi le mot, en tant que Tchadien, j'ai le droit de le dire. On amuse la galerie. Et donc, les pauvres sont laissés à leur propre compte. Et c'est triste. Et c'est triste. Aujourd'hui, si vous allez au niveau des services étatiques, je ne suis pas certain, même si c'est une hypothèse, que vous puissiez trouver une série continue des données des prix sur le marché depuis que ces dispositifs a fermé les portes au Tchad. Vous comprenez le vide qu'il y a? Et on essaie de faire juste des mesures émotionnelles pour pouvoir calmer les ardeurs de la population, pour dire non, on a envoyé... La répression ne peut pas permettre de réguler les marchés au Tchad. Ça, nous insistons à le dire. On nous a dit une fois quelque part dans un contexte, on a déployé des brigades sur le marché. Mais est-ce que c'est vous qui gérez les opérations de ces opérateurs économiques sur le marché? Il sait ce qu'il a investi. Il faut être stupide pour venir sur le marché et ne pas faire de bénéfice. Et donc, ils sont obligés de gagner qu'un centime sur ça. Maintenant, si vous vous asseyez avec eux, ils vont vous compter tout ce qu'ils ont comme coût pour que le produit arrive sur le marché. Et donc, ils ajoutent la marge bénéficiaire, le centime supplémentaire qui est leur bénéfice, pour rentabiliser leurs activités. Vous allez trouver que parfois, ils auraient peut-être raison, sans les défendre. Mais donc, dans toute la chaîne-là, il faut impliquer... il faut beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs. La production, les déterminants de l'offre, la production, les opérateurs économiques dans le système d'approvisionnement, c'est-à-dire les flux. Vous allez voir un peu la question de la demande. Vous allez voir un peu ce qu'on appelle les contraintes. Et les contraintes, le gouvernement détient les leviers. Les taxes, par exemple, les infrastructures routières, la fluidité des échanges, comment on appelle ça, la disponibilité du carburant. Depuis quelque temps, on dit souvent que le diesel n'existe pas dans les stations. Nous sommes partis, mais on n'a pas pu le prendre pour notre pauvre engin. Il faut attendre, faire des queues. Et ça, c'est un déterminant majeur des flux. Vous allez voir que s'il y a une fluidité des approvisionnements des marchés, vous allez voir que ça pourrait compléter, même si peut-être en amont là-bas, il faut parler aussi de la production, mais tant qu'un élément change de façon négative, ça impacte en fin de compte les prix. Et donc, les victimes, ce sont les populations. Et donc, nous interpellons le gouvernement de pouvoir se réveiller et de prendre action. Parce que pour l'instant, tant qu'on ne peut pas anticiper, tant qu'on ne peut pas développer les outils techniques, tant qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre des mécanismes de régulation des prix qui ne sont pas seulement que de la répression, nous ne sommes pas tellement pour la répression, mais qui sont dans le cadre, par exemple, nous avons cité ici la question, par exemple, de déployer sur les marchés des volumes, des produits alimentaires de base. Généralement, au Tchad, ce sont les céréales. Mais quand vous voyez qu'ils viennent pour le vendre, ces services techniques-là, ils sont dépassés. Au lieu que ce soit les pauvres, les très pauvres, le sac qui se vend à 10 000, 12 000, mais vu la précarité qu'on a dans notre pays, l'opérateur économique passe là-bas, il remet peut-être, tu m'achètes là-bas à un intermédiaire qui est supposé être pauvre. Donc, le pauvre vient là-bas, on pense que c'est lui qui achète pour lui, mais il achète pour un grossiste quelque part. Donc, ça fait le sac de 10 000 francs. Lui, le pauvre, qui a accès à ça, tu m'achètes 20 sacs, et donc tu as un pourboire, par exemple, de 2 000 ou 5 000 francs. Ouais. Et donc, les opérateurs économiques passent par cette ruse-là, et ils arrivent à construire de grands stocks. Et une fois que l'opération, puisqu'elle est ponctuelle, sur un temps limité, les gens vont partir systématiquement, mais c'est pratiquement le vide. Donc, eux, ils vont maintenant injecter ces volumes qui étaient initialement destinés aux très pauvres. On dit vente à prix modéré pour permettre l'accès des très pauvres et pauvres. Donc, dès que les opérations sont terminées, mais vous allez voir que 2-3 jours après, les prix augmentent sur le marché. Parce que les grossistes, les opérateurs économiques s'en sont accaparés. Donc, la disponibilité sur le marché est régulée par ces opérateurs économiques et non par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de travail de fond à faire à ce niveau. Et là, c'est levier, le gouvernement a tous les leviers en sa position. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le paysan. Nous vous en prions. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah. On va aborder encore un autre aspect. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Nous vous accompagnons avec une petite transition qui va permettre à Madame Baïbaram Ruth de s'installer.
Electron TV, oui. Minga nous dit Dinalo, merci pour ces très belles images. Le chat profond, que c'est beau, hein? Très beau. Nous revenons sur le plateau, cette fois-ci avec Madame Baïdene Ruth pour parler. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, hein? Un peu spécial. On va parler en même temps du carnet du leadership et de vérité de mère, les deux combinés. Donc, on va prendre le jingle. Je ne sais pas, Dina nous propose quel jingle pour commencer. En tout cas, on va prendre un jingle et puis on revient sur le plateau. Voilà, Madame Baïdene Ruth, bonjour et bienvenue. Bonjour, Panwasi Irène. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Ça va très bien. Aujourd'hui, vous avez deux casquettes. Deux casquettes, oui. Que vous allez porter valablement. Merci. Oui, je suis très sûre. Parce qu'ici, à Electron, tout le monde est leader. Hein, voilà. Quand notre grand leader n'est pas là, on a toujours des gens qui sont prêts à le remplacer. Nous assumons. Nous assumons. Merci beaucoup pour cela. La mercredi passé, nous avons parlé du respect dans le couple. Et nous avons introduit en disant que le terme respect a deux vérités. Je me respecte et je respecte l'autre. Oui. Que le respect que j'attends doit commencer par moi-même. Donc, je dois d'abord me respecter pour permettre à celui qui est en face de moi de me respecter. Me respecter dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter avec les autres. Je montre aux autres que j'aime la personne que je suis, je me respecte et les personnes, mes interlocuteurs, mes voisins, tous ceux qui sont autour de moi comprennent que je donne ce que je veux en effet recevoir en retour. Donc, nous continuons en disant... si moi je me respecte et que j'ai un partenaire qui se respecte, c'est facile pour nous deux de nous respecter dans le couple. Parce que ce que je lui donne, j'attends qu'il me donne et vice-versa. À l'inverse, si un manque de respect intervient dans le couple, souvent parce qu'il y a un sentiment de dévalorisation. L'un envers l'autre. Si mon partenaire pense que moi, je dois le respecter et lui, il ne devrait pas, c'est une forme de dévalorisation. Il existe des partenaires qui n'écoutent pas. Parce que le respect commence aussi, c'est aussi écouter l'autre. Oui. Quand c'est toujours lui qui doit donner des ordres, quand c'est toujours l'autre qui a tort, quand c'est toujours l'autre qui doit prendre des décisions, ça, c'est difficile pour qu'il y ait le respect dans la cohabitation. Dans les habitudes même d'une personne, on peut voir que la personne ne respecte pas son partenaire. Il revient ou elle revient de dehors. Je m'abstiens d'accuser l'homme ou la femme. Donc, je dis quand l'un et l'autre, donc on se comprend. Ça peut être la femme qui ne respecte pas l'homme, ça peut être l'homme qui ne respecte pas la femme, exactement. Donc, quand l'un des partenaires revient de l'extérieur, par exemple, ne dit pas bonjour à son partenaire. Voilà, c'est pas parce qu'on s'est vu le matin qu'on ne se dira pas bonsoir. Bonsoir, comment a été ta journée? La personne, même si elle est fatiguée, ça lui donne envie. Quelqu'un pense à moi, quelqu'un pense à la lourde journée que j'ai eue et demander comment ça va, c'est une très bonne chose. Ne pas appeler son partenaire par son nom, c'est toujours... on commence les phrases sans... Est-ce que tu as fait déjà... Mais vous vous adressez à qui exactement? À qui vous adressez-vous? Oh, ma chérie. Oh, Irène, est-ce que... je dis,
C'est un manque de respect. Parce qu'on voit le manque de respect dans de très grandes dimensions, dans les grandes choses. Oh, Ça commence... petites choses. Exactement, Oui. dans de petites choses. Oui. Madame, par exemple, change la décoration de la maison et le mari arrive, il ne se rend même pas compte. Et c'est quand le voisin arrive, il dit « Oh, vous avez changé les rideaux ?» C'est là où le mari se rend compte « Oh, en effet !» Et il ne se gêne pas, il lui dit « Ah, mais je n'avais pas remarqué. Hein. » Qu'est-ce qu'elle est censée dire ou faire? Donc, il y a des petites décisions que l'un et l'autre prennent pour le bien commun qui ont besoin d'être respectées et notifiées. Être toujours celui qui prend les décisions. Non, c'est ce que j'ai dit là. Il y a toujours une personne dans le couple qui fait des compromis. Et je dois toujours accepter les décisions de mon partenaire parce que c'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a parlé avant. Donc, je dois faire ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Il n'en est rien. Il n'en est pas ainsi. Il est permis de discuter avant de prendre une décision. On vit ensemble pourquoi? Si chacun doit imposer sa décision pour des raisons que je ne connais pas. C'est bien de dire à son partenaire, bon, écoute, j'aimerais que nous achetons des meubles le mois prochain. Mais l'autre peut dire, mais si on achète les meubles, le mois qui suit, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que ça ne va pas? Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Au lieu d'aller, je reste à la maison, je vois un pick-up arriver, des meubles qui entrent. Je ne connais pas qui envoie, je ne connais pas le prix, je ne sais rien autour. C'est frustrant. Et c'est un manque de respect. Discuter permet aux uns et aux autres, à l'un et à l'autre, d'avoir une idée, de savoir exactement où nous allons. Pourquoi acheter une nouvelle télé de 50 et quelques pouces et la rentrée arrive? Maintenant, au mois de septembre, on commence à faire des calculs et des calculs et des calculs. Mais quel est l'apport sérieuse, importante de cette télé à la maison, puisqu'on en avait déjà une, plus petite bien sûr. Oui. Mais quel est son apport vraiment? Est-ce que c'est important d'avoir une télé 2 fois plus grande et être incapable de payer, par exemple, la scolarité ou le loyer? Surtout le loyer. Imaginez, votre bailleur vous met à la porte et vous avez la plus grosse télé du quartier. Parce que de mauvaises décisions ont été prises et il y a eu un manque de respect justement dans la prise des décisions. Maintenant, il faut savoir faire la différence entre les concessions et les compromis. Un compromis, on peut toujours... c'est comme une entente. On s'entend. Ok, bon, on fait, mais après, voilà. Hein, on achète ou on y va, mais on ne dure pas. Hein, accompagne-moi quelque part. Ah, tu sais que toi et ton ami là, et moi, on ne s'entend pas bien. Bon, on va, mais on ne dure pas parce que mon humeur risque de changer. J'accompagne quand même mon partenaire. C'est un compromis. Concession, c'est que habille-toi, on va partir. Je lui ai déjà dit qu'on va aller. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'accéder à la demande parce que c'est sorti comme un ordre. Ça, ce n'est pas respecter les pensées, la personnalité, tout de son partenaire. Et à la longue, ça crée une certaine situation de confusion. De toute façon, c'est toujours l'autre qui décide. Donc, pourquoi? Donc, ça met l'autre partenaire dans une condition de... Il n'a qu'à faire. Puisqu'il a l'habitude de le faire, il n'a qu'à faire. Il ne me demandera jamais. Donc, concession et compromis, il faut se mettre d'accord sur ça. Et vraiment, si j'ai un conseil, ne vous attardez pas dans les concessions. Parce que les
concessions à la longue brisent les ménages. Puisqu'il fait, moi aussi je vais faire. Et après, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. Chacun fait, c'est-à-dire concession sur concession. Je ne demande pas parce que lui non plus ne demande pas. Et après, on se rend compte que le couple parle de moins en moins. Le couple fait des choses chacun de son côté. Et s'il y a des enfants, les enfants sont perturbés parce que papa va dire demain on ne sort pas. Maman dit demain moi j'ai prévu, qui veut venir avec moi? C'est-à-dire toi tu ne sors pas, c'est bien. Mais moi je vais sortir. Et si un enfant veut venir avec moi, il n'y a pas de souci. Et du coup, le papa qui a pris la décision qu'on ne sort pas, quelle est l'image que les enfants vont retenir? Que papa dit, mais si maman dit, ça va changer. Et les enfants aiment ça. On va toujours chez le parent qui fait des compromis. On va chez le parent avec qui on peut négocier. On va négocier avec papa, il va nous laisser partir. Maman nous dit, partez, mais moi, je veux vous laisser partir, mais je n'ai pas de moyens. Bon, on va dire à papa, maman a dit qu'on vienne te demander l'argent pour le transport. Maman n'a pas dit ça. Maman a juste donné l'autorisation de sortir alors que, voilà. Donc, il faut s'attarder sur ces choses-là et savoir surtout admettre ses torts. Savoir admettre, oui, j'ai mal fait. Oh, ça n'arrive pas tous les jours. Je reconnais avoir mal fait. Les femmes, un peu plus. Mais du côté des hommes, du côté des hommes, c'est... Mais quand je faisais ça, tu as bien vu et puis tu m'as laissé faire. Pourquoi tu ne m'as pas fait la remarque? Mais si c'est déjà un couple de concession, elle ne dira rien. Il ne dira rien. Fais, et puis là où tu vas t'arrêter, on va bien rire. On va voir jusqu'où tu vas aller. Donc, ça devient une compétition dans le couple. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, quand l'autre s'arrête, on s'amuse. Je t'avais dit, non. Hein? Je lui ai bien dit. Il n'a pas voulu m'écouter. On est où là maintenant? Hey! Ça nous connaît, nous les femmes. Ça nous connaît. Mais est-ce qu'il faut arriver à ça? Est-ce qu'il faut arriver à ça pour qu'on soit capable justement de se comprendre et de se respecter? Cette femme qui ne se respecte pas, son mari commence d'abord par la respecter. Après, il intervient pour lui dire « Écoute, ça ne passe pas. » Et si ça ne passe toujours pas, ben, il va apporter sa part de manque de respect et il y aura des disputes. Il y aura des disputes et dans les disputes, les choses se disent. Et ce sont des choses qu'on n'efface pas. Quand un homme dit à une femme « Je regrette de t'avoir épousée », mais ça, il peut lui acheter un jet privé. Mais elle n'oubliera jamais. Elle n'oubliera jamais qu'il regrette de m'avoir épousée. Ça peut conduire même au divorce. Hein. Ça, c'est un mot très fort. Hein. C'est un mot très fort. Oui. Et justement, je prends ma jet privée, mais je ne suis pas ta femme. Je reste dans le foyer parce qu'on m'a dit on ne divorce pas. Mais dans mon cœur, dans mon esprit, je suis déjà divorcée. Je ne suis plus l'épouse de cet homme qui regrette de m'avoir épousée. Donc, quelles que soient les sollicitudes, quels que soient les présents, c'est toujours là. Et à la première occasion, mais puisque tu regrettes là. Donc, la personne qui souffre de cette parole, progressivement manquera de respect à son partenaire. Ça n'a rien à faire. Parce que nous respectons l'homme qui est notre mari, l'homme qui nous a épousés. Mais puisqu'il a dit qu'il ne l'est plus, on fait ce qu'on veut. Et ça, ce n'est pas ce qui est bien. Ce n'est vraiment pas ce qu'il nous faut. Donc, faisons très attention. Un petit, je mets bien entre guillemets, un petit manque de respect peut conduire je dirais, le réveil d'un volcan.
C'est-à-dire aller réveiller quelque chose. Et, excusez-moi les hommes, mais vous avez souvent tendance à dire à vos partenaires que toi que j'ai trouvé à Kabalaïla, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Et moi, je vous demande aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher à Kabalaï? Vous ne rabaissez pas ni la famille de votre partenaire, ni le quartier dans lequel il a grandi, ni son ethnie, ni son village. Parce que ça fait partie de son patrimoine, ça fait partie de son être. Intrinsèquement, il y a quelque chose que vous brisez en cette personne. Et vous, les enfants qui avez grandi à Abdedjoumba, là, on vous connaît. Mais non, je suis moi, je suis celle que... Je suis celui qui. Et la famille se mêle. Ah, mais on lui a dit de ne pas épouser un Mundang et puis il est allé prendre. Et puis chez nous, c'est pas comme ça. Et ce sont de petites choses. Maman va répéter tout le temps à son fils ou à sa fille. Je t'avais dit, chez eux, ils sont comme ça. Maintenant, voilà l'attitude qu'il faut adopter. Et dans ça, il y aura un manque de respect. Parce que, excusez-moi, je dis comme ça, hein, que telle ethnie est inférieure à une autre. Donc, la famille dira toujours, mais toi aussi, tu ne sais pas que nous, on est supérieurs à eux. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Maintenant que tu es là-bas, là, il faut lui montrer qui nous sommes. Et du coup, on est parti pour des catastrophes, pour des sérieux problèmes de manque de respect. On détruit notre couple. On détruit notre couple. Notre vie avec beaucoup de conséquences sur les enfants. Sur les enfants. Des petites choses. Des petites choses qu'on pouvait gérer. Et vraiment, comme conseil, quand vous n'arrivez pas à gérer un problème de manque de respect, n'insistez pas vous-même. Faites appel à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un genre de manque de respect qu'il faut creuser. Il faut creuser pour savoir pourquoi tel manque de respect à un tel. C'est très important. Je parlerai à une autre personne plus facilement qu'à un mari qui me harcèle, par exemple. Je lui manque de respect parce qu'il ne fait pas ça ou parce qu'il fait ça, et vice-versa. Donc, si vous êtes dans la situation de manque de respect dans le couple, prenez votre mal en patience, allez voir quelqu'un. Ne vous précipitez pas de dire des choses. D'accord, il y a un internaute qui veut savoir, il est confus, il demande si c'est carnet du leader ou bien c'est vérité de mère, ou c'est les deux combinés. Nous allons entrer dans le leadership maintenant. Voilà, et donc... le dernier élément de vérité de mère, c'est il faut respecter le oui et le non de votre partenaire. Il faut le respecter. C'est très important. Il faut respecter le oui et le non. Savoir dire oui, savoir dire non, c'est aussi respecter l'autre. Oh oui, oui, Irène, oui, c'est bon, je veux faire. Et je ne fais pas. C'est un manque de respect. J'aurais pu dire, ah non, je ne pourrais pas. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un manque de respect que de ne pas savoir dire oui ou non. Voilà. Voilà les conseils d'une mère ce matin. Le manque de respect peut avoir beaucoup de conséquences dans votre couple. Faites très attention, comme Mme Baïdene l'a dit. Le manque de respect, ce n'est pas les grandes choses, hein, même dans les petites choses, là. Un petit mot que tu places, ça peut être considéré comme un manque de respect. Donc, il faut privilégier le dialogue. Et si ça vous dépasse, il faut faire recours aux sages, aux personnes âgées pour vous aider à résoudre ce problème. Mais si chacun reste dans son coin, il me manque de respect. Moi également, je vais lui manquer de respect. Mais vous allez aboutir où? Vous allez aboutir où? Voilà. Merci beaucoup à Mme Baïdene pour tous ces conseils. On va prendre un autre jingle pour revenir aborder un autre sujet. Ça a été fait. Voilà. Le jingle ne nous empêche pas. Bon, on va peut-être souffler avec une petite capsule pour revenir aborder un autre sujet.
Chers automobilistes, cyclistes, motocyclistes, la vitesse ne vous fait pas gagner du temps. La vitesse vous fera gagner une place au cimetière. Conduisons avec discipline et épargnons nos vies, s'il vous plaît. La vitesse nous fait gagner une place au cimetière à bon entendeur. Salut, à présent, nous allons parler leadership. Tout à fait. Nous allons parler de l'emploi du temps du leader. D'accord. L'emploi du temps du leader. Et habituellement, quand on parle du leader, dans toutes les leçons, on voit ce chef d'entreprise qui se réveille, qui va au travail, qui donne des instructions, qui surveille, tout ceci. Mais ce matin, je voulais ramener le leader dans sa vie, la vie du leader. Oui. Comment se passe la vie du leader quand on ne pense pas toujours « Ah, le chef, ah, le boss ». Parce que ce chef, prenons un chef masculin, je préfère aujourd'hui, prenons un chef masculin, mais ça s'accorde aussi avec la chef. Oui. C'est d'abord un être humain, c'est d'abord un homme, et qui dit homme, qui dit besoin, qui dit homme dit émotion, qui dit homme dit sentiment. Pourquoi nous voulons voir ça sur cet angle-là? Parce que nous entendons souvent les gens dire c'est quel chef comme ça là qui... Et ainsi de suite. Mais un chef, regarde, il est sorti, il n'a même pas peigné ses cheveux. Ah, le chef, vous avez vu les enfants du chef, vous avez vu l'épouse du chef, vous avez vu la voiture du chef, et tout ce qui appartient au chef attire l'attention, parce que c'est le leader, parce que c'est le chef. Et c'est de ça que nous allons parler en prenant un ou deux éléments comme ça. En dépit de tout ce qu'il est sur son lieu de travail, comme nous l'avons dit, il a une vie, et cette vie réside dans les 24 heures que Dieu nous a données à nous tous. Maintenant, un leader doit être capable de gérer les 24 heures. Comme la capsule vient de dire, ça ne sert à rien de courir si là où on va, on n'est pas sûr d'arriver à destination. On peut y arriver, mais dans quel état? Tout ce que nous voulons, c'est arriver en bonne santé, en bon état, dans de bonnes conditions. Le leader, dans les 24 heures, doit planifier tout ce qu'il doit faire. Un leader qui a un carnet, qui a un emploi du temps journalier, hebdomadaire ou mensuel, c'est quelqu'un qui a déjà un avantage sur soi. Il sait qu'aujourd'hui, je me lève, je fais ceci, je fais ça et ça et ça. Et quand bien même il aurait un appel urgent qu'il doit se déplacer, il faut toujours qu'il se souvienne de son emploi du temps de départ. Je donne un exemple. Si j'ai prévu d'aller nager, par exemple, combien de leaders pensent à aller nager? Combien pensent à aller faire un quelconque sport? Combien pensent à aller faire du jardinage? C'est toujours, je vais au bureau et puis je veux voir. J'arrive d'abord au bureau, j'arrive d'abord à l'entreprise et puis le reste, je vais voir. Non, il faut planifier. Et j'ai l'habitude de dire, un bon plan, c'est quand on met son épouse dedans. Parce qu'elle va appeler. Tu es encore au bureau, mais n'est-ce pas qu'on doit aller à Koundou? Tu es encore au bureau, n'est-ce pas qu'on doit amener les enfants? C'est une machine qui fait tic, tic dans l'esprit du leader qui a dit je vais d'abord au bureau et puis je reviens. Donc les 24 heures, nous les avons tous. Et personne n'a quelques secondes de plus. Nous avons tous les 24 heures. Et c'est dans ces 24 heures-là que nous devons tout planifier. Aller à l'école, étudier, se laver, manger, il y a des besoins intimes. Et le leader a besoin d'affection. Parce que pendant qu'il travaille, il y a un certain stress qui peut être enlevé juste parce qu'il a vu son épouse. Et on a coutume de dire, quand un homme est mécontent au travail, peut-être que sa femme ne lui a rien donné la nuit ou au petit matin. Le leader, c'est un homme. Il a besoin des rapports sexuels dans sa vie.
Et il faut qu'ils les aient. Parce que c'est prouvé qu'il y a un équilibre mental, psychologique qui est établi à travers cela. Donc, vous ne dites pas, non, 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 ma femme attend, je vais d'abord travailler et puis je reviendrai. Non, autant vous en avez besoin, elle aussi, elle en a besoin. Cette femme à qui vous rendez son dû et vous partez aura moins d'inquiétude. Vous ne chercherez pas toute la journée pour dire, je voulais seulement écouter ta voix. Et le leader qui est hors de la maison, sinon hors du cocon familial, peut plusieurs fois, au moins 1 ou 2 fois dans la journée, les 8 heures des heures de travail, écrire à son enfant, écrire à son épouse, lui dire comment ça va, comment se passe ta journée. Il en a besoin. Ça fait baisser le stress. Habituellement, les hommes disent, comment tu vas mon chéri? Il ne répond pas. Il est trop occupé. Il est très occupé. Alors que, oui, je veux bien et toi, ne prend que quelques secondes. Et ça fait tellement ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Je me rappelle, il y a 15 ans, tellement, j'envoyais tellement des messages à mon époux qu'il avait des messages préparés déjà. Donc, dès qu'il voit que c'est moi, il envoie. Et un jour, effectivement, il n'a pas lu, il a envoyé le mauvais message. Il était à peine 12 ou 13 heures, il a envoyé « Je suis en route, j'arrive ». Et moi, j'ai pris cela et j'ai apprêté ce qu'il fallait apprêter. Après, j'appelle. Mais non, tu m'as dit que tu venais. Donc, prêtez attention au message, donnez le temps. 2-3 minutes, ce n'est pas trop. Elle appelle, vous n'avez pas, ou il appelle, vous ne pouvez pas écrire. Prenez l'appel. Appelez-la. Quand elle écrit, vous n'avez pas le temps de répondre. Appelez-la. Ça va? Ah, ok, là, je suis un peu occupée. Non, je voulais seulement écouter ta voix. Et puis, c'est tout. Donc, il en a besoin. Le bricolage, il a besoin de bricoler ces leaders-là. Quand le ventilateur tombe en panne, il peut réparer pour ses enfants, pour sa maison. Pas nécessairement aller chercher un réparateur qu'il faut payer et tout. C'est-à-dire, le bricolage, c'est quelque chose qui fait rafraîchir son esprit. Ça le rafraîchit. Pour certains, ça permet de mieux réfléchir. Pour d'autres, ça donne une détente. Vraiment, on se détend. On enlève le petit stress qui est quelque part dans notre esprit. Vous lavez combien de fois par jour? Ou bien vous vous empêchez de vous laver parce que vous avez ramené des dossiers à la maison. Vous vous empêchez de bien manger parce que vous avez quelque chose qui ne va pas à votre lieu de service. Donc, il y a plusieurs activités. On dit joindre l'utile à l'agréable. On a vu le président, il est sorti, il a fait une petite pêche, il a ramené du balboud avec les enfants. Donc, joindre l'utile à l'agréable. L'image choc de l'année, je dirais ça. Voilà. Donc, chers leaders, les 24 heures, sachez les séparer, sachez faire la division utile, importante pour que votre vie soit vraiment balancée. D'accord. Vraiment, merci pour ces petits conseils très importants. On est leader, on est tout le temps, je suis trop occupée. Non, moi, je suis leader, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui est trop respecté. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Même un petit temps comme ça avec des enfants, discuter. Je ne peux pas porter culotte, faire la pêche. Oui, sortir, même faire la marche les week-ends. Exactement. Avec les enfants, ça fait tellement du bien. Ou bien l'ampoule du salon, là, sauter. Voilà, je vais envoyer acheter pour venir remplacer. Voilà, parce que c'est toujours... ok, je vais d'abord à cette réunion et je reviendrai à la maison après. Mais ce matin, je vous demande, vous leaders, est-ce que vous pensez aux conséquences directes et indirectes? Est-ce que vous pensez aux conséquences à long, à court ou moyen terme de chaque fois vous enlevez votre famille, vous enlevez vos distractions pour le travail? Pour le travail. Il y a toujours des conséquences. Un jour, on paye soit à l'hôpital, soit au village. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, j'espère que le message est passé ce matin. Que tu sois leader femme, leader homme, il faut de temps en temps, ces petites choses-là, ça fait du bien. Toi, la femme, tu peux dire des petits mots doux à ton mari. Le mari également, en retour, peut dire des petits mots doux à sa femme. Et puis voilà, c'est super. Et on se sent très bien dans son corps. Et ça fait du bien. Merci beaucoup pour ces 2 casquettes portées. Voilà. Les deux combinés. Parce que le respect aussi va avec le leader. Tout à fait. Merci bien. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. D'ici là, on va demander à nos téléspectateurs de mettre en pratique tous ces conseils. C'est pour votre bien-être. On va dire merci également à Minganou Didina Love et Salmo Bekandé du côté de la régie. Merci à la diffusion. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur notre page Facebook, ceux qui ont pris simplement du plaisir à nous regarder ce matin. Merci pour votre fidélité. Un petit coucou à Larissa Ngakutu qui est un peu souffrante. J'espère que ça va déjà mieux et que très bientôt tu vas revenir sur le plateau. Merci à Sosten Bernoudi, à Delphin Ngakutu, à la Jeff Dina Love. Merci pour vos messages qui nous font chaud au cœur. Et nous vous souhaitons une très bonne journée, surtout en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Et à demain, 7h30.